Salut, moi c'est Louise, et aujourd'hui je vous emmène au musée avec moi. L'exposition que l'on va découvrir s'appelle Ogre et Croque-Mitaine. Elle est ouverte au musée d'Art Naïf et des Arts Singuliers depuis le 19 septembre 2020. Malheureusement, la fermeture des musées vous a peut-être empêché d'aller la visiter en bonne et due forme. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le Manas de Laval m'a ouvert ses portes pour que je puisse vous montrer tout ça. C'est parti. En plus de pouvoir visiter l'exposition, j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec Antoinette Lefaller, la commissaire d'exposition et directrice du musée, mais aussi avec quelques artistes qui vont nous parler de leurs œuvres exposées. J'ai choisi le thème de l'expo suite à une discussion avec notre service des publics qui souhaitait en fait monter un projet de médiation sur le thème du conte. Donc je me suis dit tiens, ça peut être un sujet effectivement intéressant au niveau de la collection Art Naïf, Art Singulier. Finalement, en creusant, je me suis rendu compte que c'était déjà des thèmes qui avaient été un petit peu abordés dans les arts. Donc j'ai souhaité dépasser ce thème. Je l'ai orienté sur le thème de l'ogre du coup, qui était beaucoup plus spécifique. Et avec cette volonté de mêler les genres contemporains. Je ne voulais pas qu'on reste sur la thématique art singulier, qui est la thématique de notre musée, mais vraiment qu'on élargisse en fait à toutes les formes de pratiques artistiques à notre époque, sur cette thématique de l'ogre. Il y a des artistes relevant des arts singuliers. Là, par exemple, sous les yeux, j'ai Pierre Amourette, qui fait partie de notre collection en tant qu'artiste art singulier. Et puis voilà, il y a d'autres artistes. Anne van der Linden n'est pas une artiste qui relève des arts singuliers. Il y a des artistes vraiment art contemporain. Si on prend le gif brodé, là il n'est pas diffusé, mais le gif brodé d'Harmonie au Petit, c'est vraiment une artiste d'aujourd'hui avec une pratique vraiment dans les arts, ce qu'on appelle les arts virtuels, voilà, qui est vraiment très contemporain. Le fait de mélanger comme ça les techniques, c'est venu petit à petit. C'est venu progressivement. Au départ, j'ai commencé par faire des gifs à partir d'images de vieux catalogues. Et je les animais, puis ensuite j'ai intégré la broderie petit à petit à ça, puis la vidéo. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce mélange mélanger les techniques, le côté hybride d'une œuvre, ça me plaît bien. En discutant avec des artistes que je connaissais déjà, ils vont m'amener sur d'autres artistes et voilà, de fil en fil, je découvre d'autres créateurs et voilà, ça donne cette diversité dans cette expo et c'était vraiment voulu. C'est le langage spécifique, c'est vraiment quelque chose que je souhaitais. Il y en a certaines qui ont été créées vraiment pour l'exposition. Anne Botuon, par exemple, que j'ai rencontrée dans le cadre d'une expo, c'est en discutant avec elle de ce projet qui m'a dit « Oh, ça c'est un projet qui m'enthousiasme, ça m'ouvre des horizons, j'ai envie d'eux ». Donc elle m'a créé effectivement une œuvre. Pierre Amourette, c'est la même chose, il a cuit plusieurs céramiques vraiment pour cette expo. Et il y en a d'autres, ce sont des œuvres qui existaient déjà et qui rentraient dans la thématique et que les artistes ou les collectionneurs ont accepté de me prêter. Antoinette Lefaller qui m'a contacté, donc elle m'a demandé si j'avais des pièces en rapport avec la thématique de l'exposition qui était programmée avant, et il se trouvait que j'avais tissé Gargantua de Rabelais, donc cette figure littéraire un peu mythique autour des ogres. Madame Lefaller en fait m'a contacté parce qu'elle avait vu celui-là, ça lui évoquait le thème, et du coup ensuite elle m'a demandé si je pouvais lui proposer d'autres dessins. Et je lui en ai proposé deux autres qui étaient plutôt sur l'invasion ou la digestion, enfin le côté on se mange quoi. Celle-ci, c'était pas pour l'exposition. Celle-ci, en fait, j'avais faite pour une exposition en Roumanie sur le thème des vampires. Il y a uniquement celle qui est accrochée un peu plus loin, qui a été faite pour l'occasion de l'exposition. Donc Antoinette, quand elle m'a demandé de participer, m'avait demandé si j'avais des gifs qui pouvaient s'intégrer à ce thème. Et j'en avais, mais ce que je lui ai dit, c'est que comme ça me plaisait bien, je voulais en faire un exprès pour l'expo. Et effectivement, tout ce qui est monstrueux, tout ce qui relève du bizarre, c'est déjà quelque chose qui est assez présent dans ce que je fais. Donc ça m'a bien parlé, cette histoire d'ogre.
Et aussi tout ce qui est contes, en fait, folklore, contes pour enfants, voilà. C'est des choses qui m'inspirent pas mal. Il faut savoir que les contes, aujourd'hui, on les pense pour enfants, mais dans la tradition orale qui a prévalu une grande partie de l'humanité, les contes, c'était le film du soir et toute la famille entendait et écoutait. Donc, c'était vraiment une forme de narration qui est transversale et multigénérationnelle. Le thème, parce qu'en fait, j'aime bien travailler sur la mémoire et puis sur les contes. Tout ce qui est contes et légendes ou les mythes, tout ce qui est histoire inventée, tout ça vient et j'aime bien les déconstruire aussi. Moi, mes ogres, c'est pas forcément des hommes gros, ça peut être des enfants, ça peut être des femmes. Enfin, j'aime bien prendre un mythe et puis le démonter un petit peu point par point, parce que je pense que tout le monde a un côté ogre. Hein. Même quand on est bébé, même quand on est maman, enfin on a tous toute cette notion de partage en fait. Pour grandir, on a besoin de se nourrir des autres. L'ogre, figure populaire alimentant les frayeurs enfantines, symbolise à la fois la puissance paternelle, les violences familiales, le totalitarisme ou les prédateurs sexuels. Le thème de la dévoration, présent depuis toujours dans toutes les civilisations, est largement traité dans la littérature, les bandes dessinées, les arts plastiques et visuels. L'exposition Ogre et Croque-Mitaine propose un regard sur la création contemporaine à travers une diversité d'expressions plastiques, relevant des arts singuliers, de la nouvelle figuration, de l'expressionnisme contemporain ou de la pop culture. En fait, c'est pas des choses cruelles, quoi. C'est jamais des choses cruelles. C'est une relation affective un peu extrême, quoi. Et on dit aussi, par exemple, dans les relations parents-enfants, on dit une mère dévorante, quand elle aime tellement qu'elle empêche ses enfants d'exister, elle les mange, mais par excès d'amour, en fait. C'est pas des histoires de cannibales, c'est des histoires un peu distancées, quoi. C'est un peu des rêves, quoi, ou des métaphores. C'est juste pour la porter, soit onirique, soit symbolique que ça m'intéresse, quoi. Le dessin, c'est un truc qui m'accompagne tous les jours, mais quand je vais à l'atelier, je sais pas forcément ce que je vais faire. C'est plutôt un acte dans le moment présent où je vais faire avec tous les outils que j'ai. Et du coup, c'est pas intellectualisé. Donc en fait, je laisse venir les choses, mais forcément, c'est l'inconscient qui travaille. Donc forcément, c'est des trucs qui me touchent moi intimement, personnellement, mais que j'essaye d'agencer pour que les gens puissent interpréter ça plus largement en fait. Donc du coup, il y a beaucoup de thèmes, mais le thème de l'intrusion, de la dévoration, le fait de se nourrir des autres, c'est un thème assez récurrent en fait. Et les gens en général, leur interaction, leurs liens, ce qui se donnent, ce qui se disent, c'est quelque chose qui est récurrent. Ça serait en fait une représentation un peu d'une amoureuse qui veut dévorer son amant, mais ça pourrait être aussi... J'ai lu qu'il y avait une divinité égyptienne qui dévorait le cœur des morts pour les empêcher de se réincarner au paradis. Des histoires de ce type-là qui peuvent se retrouver dans des mythologies assez éloignées de nous. Bon, enfin, c'est toujours entre, tu vois, la tendresse et puis la cruauté, quoi. On se demande si elle le dévore vraiment parce qu'elle a faim ou si elle le dévore d'amour. On dit un amour dévorant, d'ailleurs, c'est une expression. C'est vraiment une histoire de traduction, c'est-à-dire que je vais traduire le texte en textile, je vais m'accrocher à des éléments du texte qui vont m'aiguiller pour une forme. Pour Gargantua de Rabelais, j'avais cette idée-là un petit peu intestinale, donc avec plein de nœuds, de plis, de circonvolutions vraiment très, très nouées, mais en même temps de façon très organique, et le tout noyé dans un grand cadre noir, comme une fenêtre percée. Mais en fait, je vais toujours partir quand même d'une image que j'ai choisie. Donc, je vais partir de la réalité. Une photographie, ou comme je m'intéresse à la photographie ou à d'autres arts, en fait, je vais déjà commencer mon travail avec mon inconscient où je choisis des images. Donc, je les assemble ou pas, et puis je laisse faire le truc, et puis ensuite je brode, et puis ensuite je peux laisser passer 1 ou 2 semaines. Donc en fait, j'essaye de tout faire à l'instant, en fait. Le but, c'est de pas réfléchir, justement. Et d'être surpris, justement, du résultat. Il y a un côté un peu conte de fées, mais c'est aussi sur le thème des poupées gigognes. Elle dévore une personne qui elle-même, elle est enceinte, ou alors elle a elle-même déjà dévoré quelqu'un. Et donc elle-même, peut-être, elle se fera dévorer ensuite. Et l'écureuil qui dévore ça, enfin, tous ces grands pique-niques, quoi. Mais ça, avec l'ambiance de forêt, etc. Moi, c'est l'illustration d'un conte de fées qui n'existe pas, en fait.
Et la 4e toile, c'est plus sur le thème amoureux, comme un peu l'affiche de l'exposition. L'homme qui dévore la femme qu'il aime, ou ça pourrait être le contraire. Au départ, je suis vraiment partie sur l'idée basique de l'ogre qui dévore les enfants. Je n'ai pas forcément cherché plus loin. Et ensuite, quand Antoinette a demandé dans quelle partie de l'exposition le GIF pouvait aller, sachant qu'il y avait le côté politique, le côté prédateur sexuel, je me suis dit oui, ça ira bien dans la partie ogre, dans la partie prédateur sexuel. Et effectivement, en y réfléchissant après, le fait que dans le GIF, on voit que l'ogre a avalé la farandole de petite fille, en fait, c'est comme s'il avait un peu avalé leur joie. Et je me disais, ça va bien avec cette thématique du prédateur sexuel. Déjà pour le vernissage, on a eu un monde fou. Peut-être déjà parce que on sortait d'un long confinement, donc les gens avaient une envie de consommer du culturel, mais aussi parce que le thème intriguait. Je pense que beaucoup étaient à se demander comment il allait être traité, et aussi parce que dans notre communication, on avait listé beaucoup des artistes présents. Ce sont pour beaucoup des artistes déjà connus. Ça a fait que le public s'est déplacé. L'exposition, j'ai eu la chance de la voir il n'y a pas si longtemps que ça. Et ce qui m'a plu, c'est vraiment cet éclectisme dans les approches, aussi bien au niveau des idées qu'au niveau de la forme, de ce que pouvait représenter cette figure-là de l'ogre. C'est ça qui était intéressant, c'est que du coup, il y avait un panel très très large de styles, de gens, tout le monde avait sa vision de la dévoration, des trucs monstrueux ou assez gore ou assez brut. Enfin, je trouvais que c'était bien cette ouverture d'esprit, justement. J'ai trouvé ça audacieux parce que au-delà de la figure un petit peu enfantine qu'on peut aborder dans les contes de l'ogre, j'ai trouvé l'angle vraiment en prise avec à la fois des enjeux créatifs et en même temps des enjeux réels. Les suites, ça a été effectivement un public étonné, ne s'attendant pas du tout à ce que le thème soit traité de cette façon. Donc c'était un peu déstabilisant. On a eu plusieurs remarques en nous disant « Ah mais c'est pas du tout pour les enfants ». On n'a jamais dit que c'était une expo pour les enfants. Voilà. Et après, les enfants, ils sont aussi capables de comprendre des choses, ils n'appréhendent pas du tout les choses de la même façon. Donc là où les parents s'imaginent qu'ils vont être choqués, pas du tout. Et en plus, nos médiateurs sont là aussi pour expliciter les choses et puis accompagner en fait les publics. Donc au début, il y a eu un peu un frein de la part des scolaires qui se sont dit mais comment on va faire? Et finalement, ça a très très bien marché. J'ai eu une réaction un peu plus, je dirais pas violente, mais presque, de la part de personnes très pratiquantes qui n'ont pas compris l'affiche, qui est une affiche un visuel de Michel Enoch sur le thème de la violence faite aux femmes et qui ne l'ont pas compris comme tel. Pour eux, c'était une image dégradante de la femme. Cette section ogre sexuel, pour moi, était vraiment importante. D'autant plus que c'est d'actualité. Oui, Je pense que je ne pouvais pas traiter cette thématique sans aborder ce sujet. La question qu'on aborde beaucoup dans notre milieu en ce moment, c'est la censure, l'autocensure. Moi, honnêtement, ce visuel ne m'a jamais choqué. Donc, j'étais vraiment très très surprise parce qu'en fait, le graphisme de Michel Enoch a un côté très BD en même temps. Donc, je ne voyais pas en quoi c'était choquant. Mais c'est ça aussi l'art. C'est fait pour interpeller. On ne va pas faire que de l'art lisse. Et l'une de mes réponses à toutes ces personnes, c'était vous allez au Louvre, dans plein de tableaux classiques, vous avez des scènes de viol, de rapt, mais c'est de l'art classique, donc ça passe, on accepte. Personne ne dit rien. Certains sont venus et là, du coup, on a pu discuter et d'expliquer en fait le parcours, d'expliquer les œuvres. Là, effectivement, ils comprenaient mieux.
Et voilà, c'était un plaisir de vous faire cette visite de musée. J'espère que vous avez passé un bon moment. À très bientôt au Manas de Laval.